Je suis Céline Lefebvre, je suis maître de conférence en philosophie de la médecine à l'Université de Paris et co-directrice de cet ouvrage. Tout d'abord, je voudrais commencer par dire un salut amical et regretter l'absence des deux autres coordinateurs du livre, François Taureau, qui est chercheur en histoire à l'Université de Liège, et Alexis Zimmer, qui est aujourd'hui maître de conférence en histoire des sciences à l'Université de Strasbourg et qui a été postdoctorant à l'Institut La Personne en médecine. Ils n'ont pas pu se libérer aujourd'hui. Je souhaiterais aussi commencer par remercier très chaleureusement l'ensemble de la maison d'édition Douin, John Libet Eurotext, pour son professionnalisme et sa bienveillance tout au long de la fabrication de ce livre, ainsi que Manon Vaux, assistante de projet de l'Institut La Personne en médecine, qui a mis sur pied cet après-midi. Alors à ce propos, vous pouvez poser vos questions ou faire des remarques sur le chat, et à partir de 16h10, l'ensemble des intervenants pourra y répondre en visioconférence. Alors, les humanités médicales constituent un champ de recherche et de pratique qui mobilise une pluralité de disciplines, l'histoire, la philosophie, les sciences sociales et les arts, et une pluralité d'acteurs, au-delà des chercheurs dans ces disciplines, les professionnels de santé, les patients, les associatifs. L'ouvrage Les humanités médicales que nous présentons aujourd'hui réunit 29 chapitres et plus d'une trentaine de contributeurs français et étrangers. Il ne propose pas un état des lieux ni un panorama des humanités médicales, ce qui aurait relevé pour un champ si vaste, très hétérogène et en plein essor, d'une ambition déraisonnable que nous n'avions pas. On peut dégager, pour présenter cet ouvrage, 3 fils directeurs principaux. Le premier, c'est le fait que l'ouvrage présente, dans les 3 chapitres de sa partie introductive, des éléments clés pour se repérer dans l'histoire de la notion d'humanité médicale et l'histoire du champ, en particulier aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France. Deuxième caractéristique principale de l'ouvrage, il présente une approche partagée par l'ensemble des contributeurs, je crois, et qui fait la spécificité de son geste. Il affirme que la visée des humanités médicales ne fait pas d'elle des compléments aux savoirs et aux pratiques de la médecine. Le langage et la partition entre sciences dites dures et sciences dites humaines nous assignent à une division des objets et des tâches qu'il est difficile de remettre en question et dont c'est pourtant l'objet et l'enjeu dans un tel livre. Les savoirs scientifiques resteraient seuls autorisés à rendre compte de la réalité ontologique des corps et des maladies, tandis que les humanités médicales seraient chargées de leur côté de rendre compte des mondes sociaux et des questions de sens et de morale. L'ensemble des contributions, je crois, partagent l'idée que leur apport vient bien plutôt de leur capacité à déplacer le questionnement sur l'ensemble des phénomènes liés à la santé, la maladie et la médecine, à enclencher et à discuter, bien sûr, un renouvellement critique des catégories utilisées en médecine et en santé. Les humanités médicales ne contextualisent pas les savoirs et les pratiques de la médecine. Elles n'en éclairent pas, ou pas seulement, les aspects dits politiques, sociaux ou éthiques, comme si ces aspects étaient extérieurs aux pratiques et aux recherches médicales. Bien plutôt, elles visent à analyser comment ces savoirs et ces pratiques de la médecine sont des constructions politiques et sociales, des constructions à la fois scientifiques et éthiques, et comment ces savoirs et ces pratiques de la médecine ou des pratiques médicales en général produisent des expériences subjectives, intimes et sociales, comment ces savoirs et ces pratiques produisent des valeurs morales et des problèmes moraux, et aussi des rapports sociaux et politiques. Alors, à l'intérieur aussi de ces traits partagés par l'ensemble de l'ouvrage, il y a le fait qu'il fait une place importante à l'histoire et aux sciences sociales,
Et en cela, il participe d'une évolution actuelle des humanités médicales qui, historiquement, dans les pays anglo-saxons, se sont structurées entre les années 1960 et 1990 autour de l'éthique, de la bioéthique, puis de la médecine narrative. Cette place, faite à l'histoire et aux sciences sociales, correspond à l'enjeu, à l'objectif de reconnaître des recherches qui inscrivent la médecine dans des mondes sociaux, dans des environnements, des histoires larges, des histoires qui dépassent les mondes, les environnements et les histoires de la clinique et qui font émerger des objets de recherche nouveaux et essentiels. Je reviendrai sur la clinique à la fin de ma présentation. En ce sens, l'ouvrage que nous proposons est proche des humanités médicales dites critiques qui sont apparues dans le sillage des travaux d'Angela Woods et de l'Université de Durham, dont les publications sont parues en 2015-2016. Humanités médicales critiques pour lesquelles, je cite, « Il s'agit d'examiner la manière dont les savoirs et les problèmes relatifs à la santé, la maladie, au bien-être et à la médecine sont construits, représentés et gouvernés sur différents plans historiques, politiques, économiques, socioculturels et dans divers contextes, espaces, temporalités, institutions, médias, formes de gouvernement. Tout ceci excède largement la médecine. Pour cela, ces humanités critiques s'associent aux acteurs et aux mouvements sociaux en vue d'explorer des méthodes de recherche, notamment décentrées de l'expertise médicale, mais en ouvrant aussi la possibilité de collaboration critique avec les chercheurs et les praticiens en médecine. Je crois que cet engagement des humanités médicales critiques, dont je viens de citer donc un extrait d'Angela Woods et de ses collègues, dit bien aussi les objectifs de la personne en médecine. Donc, pour les humanités médicales critiques comme pour nous, les humanités médicales ne doivent ni se subordonner ni s'opposer aux sciences biologiques et cliniques. Ainsi, pour prendre des exemples de thèmes et de problèmes que nous avons choisi de traiter, plusieurs chapitres sont consacrés au thème suivant, à la médecine comme culture. Nous y reviendrons avec l'intervention de Geneviève Zoya et Laurent Vizier. À l'hôpital, comme lieu de tension entre le management hospitalier et la clinique de la personne, mais aussi comme lieu de remise en question éthique. Ce sont les chapitres de Jean-Christophe Weber, Claire Georges et Denis Mécali, Gérard Réac et Valérie Gâteau. À l'industrie pharmaceutique et à sa place dans les sciences et la formation médicale. Ce sont les chapitres de Niels Kessel, Sergio Sismondo, Zenda Shlubova et Paul Schaeffer. Aux environnements et milieux toxiques. Ce sont les chapitres de Nicolas Shapiro, de Barbara Allen et ses co-autrices, et des collectifs Toxic Tour et Croisière Toxique. À l'articulation manquée entre santé publique et épidémiologie, c'est par exemple le chapitre que l'historien américain Richard Keller consacre à la canicule de 2003. À la santé globale et à ses angles morts, notamment concernant les déterminants historiques et socio-économiques de la santé, ce sont les chapitres de Nancy Hunt et Todd Meyers, que je salue, il est en ligne, je le vois, depuis le Canada, et de Guillaume Lachenal, qui, je l'espère, pourra nous rejoindre si tout va bien. Enfin, dernière thématique du livre, les récits de maladie. Tant les récits produits par les patients en contexte de soins et de recherche, avec leurs apports et leurs limites, c'est le chapitre de Sarah Atkinson de Durham et de Sarah Rubinelli. Et ce sont les chapitres de Sophie Vasset et d'Alexandre Wenger que nous entendrons tout à l'heure, ou encore les récits médiatiques et visuels sur la maladie et la médecine
Ce sont les chapitres de Kirsten Oster de Houston sur les téléréalités médicales américaines, de Christian Bonnat et Joël Danet, et le mien sur l'apport du cinéma dans la formation médicale. Ainsi, l'ouvrage recoupe le besoin récent d'évoquer plutôt des humanités en santé que des humanités médicales, afin d'ouvrir le champ. Cependant, nous avons retenu le vocable d'humanité médicale, tant la médecine demeure centrale dans nos expériences de la santé et de la maladie, et tant aussi nous voulons maintenir et féconder le dialogue de recherche avec les professionnels de santé et les médecins. Troisième trait caractéristique de l'ouvrage, il reflète le lien variable entre recherche et formation médicale dans le champ des humanités médicales. Il démontre et il illustre la nécessité et la fécondité du développement d'enseignement d'humanité médicale dans les formations médicales et en santé qu'a souligné tout à l'heure Philippe Rusniewski. Ces formations se situant au carrefour entre l'acquisition de connaissances scientifiques, entre un processus de socialisation professionnelle et la production de qualités subjectives, y faire intervenir de manière importante les humanités médicales paraît essentiel, à la fois pour construire de nouveaux modes de problématisation de la santé, de la maladie et des soins, de nouveaux modes d'attention, je tiens à ce terme que je reprends de Canguilhem, de nouvelles formes d'attention qui détermineront non seulement la qualité des soins qui seront prodigués par les futurs professionnels de santé, mais tout leur rapport à leurs pratiques, à leurs mondes sociaux et à la science médicale elle-même. Donc, nous avons veillé à ce que chaque partie, en regard des recherches scientifiques que j'ai citées, présente des innovations pédagogiques mises en place par des médecins, des collectifs de patients et des enseignants-chercheurs, bien sûr, en sciences humaines et sociales, en faculté de médecine. Et l'ouvrage a bénéficié des contributions de plusieurs collègues du Collège des humanités médicales, enseignants de SHS en médecine, que je salue. Ces enseignants-chercheurs en fac de médecine ont en effet un rapport très étroit qui fait la couleur de leur recherche et qui définit leurs objets de recherche avec la clinique et avec la question de la professionnalisation, de la construction de l'identité professionnelle médicale, qui fait l'originalité de leur positionnement dans ce champ. J'y reviendrai en conclusion. Ainsi, dans la partie introductive de l'ouvrage, le chapitre d'Alan Blickley, professeur d'humanité médicale à Plymouth, et le mien interroge les finalités des enseignements des humanités médicales dans les études médicales, notamment aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France. Et plusieurs chapitres décrivent les enjeux de l'insertion, de l'éthique, de l'anthropologie, nous y reviendrons avec Janine Acker et Frédéric Vagneron, de la littérature, du cinéma, mais aussi des expériences des patients dans les humanités médicales et dans la formation médicale. Ce sont les chapitres de Nicolas Le Chopier et aussi du collectif Institut Ding Ding Dong, qui réunit des patients et des aidants et toutes les personnes concernées par la maladie de Huntington. Pour l'ensemble de ces programmes pédagogiques, il s'agit de ne pas réduire les personnes malades, d'où le nom la personne en médecine, à leur statut de patient et de tenir compte de leur vie avec et autour et parfois sans la médecine, de leurs besoins, de leurs expériences, de leurs expertises, de leur inventivité individuelle et collective, et de la manière dont ils voient les soins, dont ils en sont aussi les acteurs. Dernière partie de cette présentation, je voudrais aussi souligner que comme le champ des humanités médicales, cet ouvrage reflète des tensions et des divergences. Parfois, quelques postures arc-boutées que les coordinateurs doivent assumer.
La distinction entre humanité médicale et humanisation de la médecine apparaît de nombreuses fois et elle est juste. Mais en fait, il n'est peut-être pas nécessaire de trop enfoncer le clou pour nous autres chercheurs et enseignants-chercheurs en humanité médicale. Il est acquis pour nous que les humanités médicales n'ont d'autre raison d'être que d'interroger cette répartition des rôles entre sciences médicales et sciences humaines, et bien sûr de ne pas se laisser cantonner aux questions d'accès aux autres cultures ou aux questions de psychologie médicale, voire de communication. D'autres chapitres appellent à rompre avec, je cite, la promotion de l'empathie, de l'expérience et de l'éthique pour déplacer les humanités médicales sur un plan ontologique. Pour moi, l'ouvrage met l'accent sur les apports de l'histoire et des sciences sociales, non pour minorer ceux de l'éthique ou des arts, mais pour montrer comment l'histoire et les sciences sociales viennent mettre en perspective, resituer dans des enjeux sociaux, institutionnels, organisationnels, les problèmes posés à l'éthique et pris en charge par elle. Les approches et questions traitées par l'éthique clinique, la bioéthique, les questions traitées par la philosophie du soin, depuis l'attention aux expériences des malades jusqu'à la décision médicale, bien qu'elles soient quantitativement moins importantes dans l'ouvrage, ne peuvent être considérées comme inféodées aux catégorisations et aux institutions médicales, ni réduites à de simples questions psychologiques, émotionnelles, conservatrices et lénifiantes. D'abord, les réflexions sur les relations de soins, sur les formes d'attention et d'attitude envers les personnes malades, qui visent à les soutenir dans leur émancipation aux contraintes multiples de la maladie, ne répondent pas pour moi et pour de nombreux auteurs comme Gérard Réac ou Alan Blakely à des questions dépassées ou mineures. Ensuite, et c'est là ce qui fait, au-delà des divergences, la cohérence néanmoins du livre, ces questions d'éthique sont précisément souvent l'écho, le point d'aboutissement de problématiques épistémologiques, ontologiques, politiques, sociales et organisationnelles. La pluridisciplinarité des humanités médicales vise précisément à décrire et à dialoguer sur l'ensemble des plans de réalité qui, depuis les politiques de santé jusqu'aux interactions entre les humains, font la vie avec la maladie et font le continuum de la médecine. Ainsi, plusieurs chapitres montrent que penser la médecine comme une rencontre intersubjective n'exclut pas du tout et n'est pas du tout antinomique avec des questionnements critiques sur l'épistémologie de l'EBM, de l'évidence-based médecine, le management hospitalier ou la démocratie en santé. Enfin, le pluriel des humanités médicales signifie que ce ne sont pas les disciplines qui comptent, l'histoire contre l'éthique, les sciences sociales contre la bioéthique. Non, ce sont les déplacements de point de vue, les questions soulevées et les outils de pensée qui comptent, et le fait que d'autres pourront se les approprier et y compris les faire évoluer, bien entendu. Donc je terminerai en disant que d'un côté, l'affichage des valeurs et des vertus éthiques en jeu dans les pratiques et les relations et les institutions de soins peut contribuer à une forme de gouvernance qui enjoint à l'engagement et la responsabilité médicale individuelle des soignants et qui fait écran aux questions politiques ou de moyens. Certes. Et d'un autre côté, l'analyse critique et la révision des choix politiques, économiques et organisationnels en santé ne doit pas disqualifier ni l'analyse éthique, ni la formation des professionnels de santé. Encore faut-il, pour cela, toujours revenir à l'étude de la vie des personnes malades et à la clinique. Les enseignements d'humanité médicale, centrés sur les questions cliniques, relationnelles et éthiques, ont besoin des recherches sur les questions globales, sociales, environnementales, de justice.
Et symétriquement, ces dernières devraient saisir que c'est dans la formation médicale et dans les pratiques de soins et auprès des professionnels qui en ont besoin que leurs éclairages sont indispensables. Donc, c'est à cette articulation étroite entre questions cliniques, relationnelles et éthiques et humanité médicale critique que l'ouvrage tente de s'atteler et appelle à un chantier plus large et plus long. Voilà, je vous remercie. Pardon d'avoir été un peu longue. Je voulais rendre compte de ce gros ouvrage.